tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je reviens après un long moment d'absence. J'étais un petit peu dans une phase, j'avais besoin de, tu vois, décompresser, j'avais vraiment pas la tête à créer du contenu. En plus j'ai eu un moment où j'ai eu une perte et de motivation et d'idées, alors que mon carnet d'idées est littéralement rempli avec des vidéos YouTube que je dois filmer. Mais je sais pas, j'avais une panne d'inspiration, j'avais pas envie de filmer des choses juste pour filmer, pour sortir des vidéos. J'ai pris un peu de temps pour moi, je suis beaucoup sortie, j'ai pris du temps avec mes proches et du coup maintenant ça va un peu mieux. Donc on se remet en selle parce qu'il s'agirait de reprendre le travail, ok. Comme vous l'avez vu au titre, dans cette vidéo, je vous ferai une partie 2 de la vidéo crise d'angoisse, la première vidéo crise d'angoisse que je vous mets dans le petit i juste ici. Voilà, donc j'ai besoin de vous faire un retour d'expérience parce que j'ai eu énormément de témoignages, de questions, de conseils suite à cette vidéo. Depuis que je l'ai sortie, ça va faire bientôt 1 an que j'ai sorti la vidéo. Il y a des choses qui se sont passées entre temps, qui ont agi sur mon anxiété, et aussi une update concernant ma thérapie. Si cette vidéo vous intéresse, nous sommes partis. Par quoi commencer? Déjà, faut savoir que lorsque j'ai filmé cette vidéo, je ne vous ai pas tout dit. Du moins, je vous ai tout dit, mais vous n'avez pas tout vu. Faut savoir que quand j'ai filmé cette vidéo, j'étais toujours... Enfin, j'étais plus en couple. Je voyais toujours la personne avec qui j'étais en couple. On va dire que dans cette vidéo-là, je me suis vraiment livrée. J'ai vraiment... Parce que, vous savez, hein, prendre ma caméra et parler toute seule devant ma caméra, c'est devenu aussi l'une de mes thérapies. Ben, en fait, j'avais pris ma caméra à ce moment-là. J'étais déjà en dépression. Ma dépression était déjà entamée. Je pleurais souvent. J'avais arrêté de manger. Je m'hydratais plus. Je ne sortais plus. Voilà, je ne dormais pas non plus. Si ma maman n'était pas avec moi, je ne dormais pas. Cet état dépressif, je l'ai compris après. Je l'ai compris quand je suis sortie de ça, que c'était une dépression en fait. Que pour moi, une dépression, c'était pire que ça. J'ai appris qu'en fait, une dépression, il y a plusieurs niveaux. Je me suis rendu compte et j'en ai parlé avec mes thérapeutes, etc. qui m'ont dit qu'en fait, elles ne voulaient pas me le dire sur le coup pour ne pas m'effrayer, pour ne pas me faire paniquer ou autre. Mais effectivement, j'étais dans un état dépressif. Lorsque j'ai filmé cette vidéo, j'ai coupé énormément de choses au montage parce que la personne avec qui j'étais m'avait dit de le faire en fait. Clairement, cette personne-là avait peur du jugement des gens alors que personne ne savait avec qui j'étais. Enfin, si ce n'est que mon entourage, les gens que je fréquente, les gens qu'il fréquente, etc., etc. Donc en fait, j'ai pas compris pourquoi. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. On va dire les termes. Là, on va dire les termes. Il m'a clairement mis la pression et il m'a ordonné de ne pas poster la vidéo. Et étant donné que moi, en fait, j'étais dans une position où j'étais en train d'essayer d'arranger les choses dans mon couple. J'avais pas envie de faire un mauvais pas qui puisse me porter préjudice. Je me voyais dans l'obligation de le faire en fait. Donc j'ai coupé toutes les parties où je parlais de ma dépression, toutes les parties où je parlais de mon état dépressif, toutes les parties où je parlais de ce que ma relation a fait sur mon état mental et par extension mon état physique. Alors, je ne dis pas que j'ai été en dépression uniquement par rapport à ma séparation. C'est ce qui a déclenché la dépression et ça a été le facteur principal de la dépression. Il y a eu d'autres choses qui sont arrivées par la suite qui ont fait que, mais ça a été le point de départ. J'ai coupé énormément de parties dans la vidéo. Je vais aujourd'hui, voilà, vous raconter, vous livrer. Donc, en gros, c'est ce qui s'est passé au début et après ma dépression a commencé par là, par la rupture, etc. C'est quelque chose que j'ai très mal vécu parce que c'était mon premier amour et c'est quelqu'un à qui j'ai tout donné. J'ai donné mon corps, j'ai donné mon âme pour la première fois, j'ai tout donné. Et en fait, j'ai été très déçue parce que, en fait, ce qui a fait que je n'arrivais pas à me détacher, c'est que j'étais beaucoup rejetée. Je me suis sentie abandonnée. J'avais déjà vécu un premier abandon masculin par rapport à la séparation de mes parents. Pour moi, c'est un trauma. En fait, ça a réouvert un traumatisme. Je n'avais visiblement pas soigné correctement. C'était vraiment compliqué à gérer et j'étais tout le temps en larmes. À un moment donné, j'avais même plus d'eau. Je pleurais, mais il n'y a rien qui sortait. C'était incroyable. Je criais, je faisais des crises d'angoisse dans la nuit, je faisais des cauchemars. Ma mère venait se coucher avec moi le soir. Je réveillais ma mère parce que je dormais très mal. On a vécu une période très difficile, que ce soit pour ma mère ou pour moi. Et je m'en veux d'un côté d'avoir fait subir ça à ma mère, même si je sais qu'elle est là pour moi, même si je sais que bon, c'est un petit peu le rôle des mamans, etc. Je m'en veux de lui avoir fait subir ça parce que ça devait pas être plaisant en fait de voir un de ses enfants dans cet état-là. Franchement, c'était horrible. Là, je suis en capacité, alors je vais pas mentir, ça me touche un peu et un petit peu les émotions, mais je suis capable en fait de vous en parler comme ça. Déjà et ensuite sans pleurer. On va essayer de pas pleurer dans cette vidéo. Normalement je devrais pas pleurer parce que c'est des histoires qui sont derrière moi. Suite à ça j'ai changé de thérapeute
et de thérapie. Il faut savoir que je consultais une thérapeute, elle était spécialisée, je sais plus dans quoi, mais je suivais une thérapeute depuis le collège, depuis la séparation de mes parents du coup. Et en fait, il s'avère que cette thérapie-là, cette forme de thérapie-là ne me convenait plus. J'ai changé de thérapie. J'étais tellement dans un état second que en fait, rien me faisait sortir de ça en fait. J'arrivais pas. J'avais repris le sport, j'avais essayé de recommencer à manger, j'avais repris les réseaux. Rien me faisait aller mieux. Rien. Je retombais toujours dans le gouffre à chaque fois. C'était horrible. Il fallait que je trouve une solution. Ma thérapeute ne me suffisait plus. Et là, je me suis dit c'est deux choses. Soit je vais voir un psychiatre et je demande à prendre des médicaments. Soit ma mère allait potentiellement m'hospitaliser parce que en plus de ça, quand j'ai chopé le Covid, j'étais déjà en dépression. Donc j'étais toute seule chez moi. Ma mère logeait à Sainte-Anne. Donc moi j'habitais dans le centre. Et en fait c'était archi compliqué. Ma mère n'était pas avec moi. Je suis en dépression dans une maison. En plus, j'ai le Covid. Je peux vous dire que c'était tellement folklorique que, en fait, j'arrivais plus. Je voulais prendre des médicaments. Clairement, pour être honnête avec vous, je voulais prendre des médicaments. Parce que je me suis dit, si c'est le seul moyen pour que je puisse me calmer, pour que ça puisse apaiser mon cœur et que je puisse arrêter de pleurer, que je puisse recommencer à manger, je sais pas, recommencer à vivre parce que je ne sortais pas de mon lit, je ne sortais pas de ma chambre, à part pour prendre des douches, je ne sortais pas. C'était horrible. J'étais méconnaissable. Vous voyez la folle, là, ce que vous voyez sur les réseaux, qui sort en soirée tout le temps, machin. J'étais à l'extrême droite de ça. J'étais à l'opposé de ça. Et en fait, moi-même, ça me faisait de la peine d'être dans cet état-là. Ça me faisait de la peine de voir ma maman me voir dans cet état-là. À un moment donné, je me suis dit, Chloé, stop. Il faut prendre une décision, en fait. Là, il faut faire quelque chose parce que tu vas atterrir à l'hôpital, en fait. Il faut faire quelque chose. T'as pas le choix, là. Là, t'as pas le choix. C'est une amie, c'est comme ma soeur, cette meuf, c'est comme ma soeur, Dani Rose, qui m'a conseillé, qui a évoqué l'hypnothérapie. Et j'en avais déjà entendu parler en fait, mais je lui ai dit, vas-y, je vais pas aller faire de l'hypnose, c'est quoi ça encore hypnose égale Mesmer, TF1, la télé, gens qui arnaquent les gens. Pour moi, l'hypnose, c'est pas un truc réel, machin. Elle me dit, mais non, j'ai entendu que du bien. Donc elle avait pas encore essayé, bien sûr, mais il fallait me prendre comme un pas, voilà. Et comme j'étais arrivée à un stade où je n'avais tellement plus de solutions, en même temps je me disais faut que tu évites les médicaments en fait, parce que si tu commences à prendre des médicaments, ça va développer une addiction. Mais ça peut développer une addiction. Et je ne voulais pas en arriver à ce stade-là. Je me suis dit non, j'ai envie d'être forte, j'ai envie d'être plus forte que ça, j'ai envie de dépasser ça. Je peux pas choisir je vais pas dire la facilité parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix que de prendre des médicaments, mais je peux pas choisir l'issue des médicaments sans avoir tout testé. Tu vois, pour moi les médicaments c'était le dernier recours. J'ai changé d'avis par rapport à l'hypnothérapie. Je me suis dit pourquoi pas. Elle m'a donné le contact d'une thérapeute dont je tairai le nom par respect pour son activité, sa profession, etc. Donc cette thérapeute là, franchement, je la vois comme ma sauveuse en fait. C'est ma sauveuse. Clairement, c'est ma sauveuse. J'ai pris 3 séances d'environ 1h30 avec elle. Ça englobait tout. Ça englobait la séance d'hypnose, ça englobait, on va dire, une partie développement personnel où j'échangeais beaucoup avec elle. Je lui racontais ma vie. J'ai tout vidé en fait avec elle et on faisait nos séances d'hypnose. Et je vais pas rentrer dans les détails de la séance parce que ça reste quand même quelque chose que je veux garder personnellement. C'est quelque chose que j'ai partagé avec ma mère. Et c'est la seule personne qui connaît mes séances d'hypnose de A à Z. C'est ma mère et ma thérapeute. Ce sont des souvenirs. C'est une expérience que j'ai envie de garder pour moi parce que j'ai pas envie de l'oublier en fait. Et j'ai pas envie que trop de gens soient au courant de ça. Je vais vous parler de l'hypnose en général par rapport à l'expérience que j'ai eue. Je vais pas vous raconter en fait les détails de l'expérience que j'ai eue. Voilà, tout simplement. Ceux qui ont des a priori par rapport à l'hypnose, franchement, foncez. Essayez en fait. Parce que vous pouvez être réceptif à l'hypnose comme vous pouvez ne pas être réceptif à l'hypnose. Moi, j'avais des a priori sur l'hypnose parce que je voyais l'hypnose comme ce que tout le monde voit en fait. Le truc où on t'endort, on peut te dire tout et n'importe quoi, etc., etc. Pas du tout. L'hypnose, vous êtes dans un état de sommeil léger en fait. Vous n'êtes pas endormi profondément. Vous êtes conscient parce que quand vous faites une séance d'hypnose, vous entendez ce que la personne vous dit. Vous pouvez réagir, vous pouvez bouger votre corps. Moi, je me souviens que la première séance que j'avais fait, je l'avais faite à la plage avec des fourmis qui montaient sur moi. J'enlevais les bêtes, j'enlevais les fourmis, En fait, c'est pas un état où vous perdez le contrôle de votre corps. C'est juste, on met la partie consciente de votre cerveau en retrait
pour aller s'intéresser à ce qui se passe dans votre inconscient, dans votre imaginaire, dans votre subconscient en fait, tout simplement. Mais votre conscient, il est toujours là. De toute façon, on peut pas enlever votre conscient de votre cerveau. Donc c'est pas de la magie, c'est juste de la thérapie, c'est quelque chose de thérapeutique. C'est juste que c'est un sommeil, voilà, c'est un sommeil thérapeutique. C'est juste que vous êtes dans un état de sommeil, mais c'est pas le sommeil profond en fait. Pour vous expliquer un peu, vous voyez le moment où vous vous couchez le soir quand vous êtes dans votre lit, le moment où vous vous couchez et le moment où vous, entre guillemets, perdez connaissance quand vous êtes endormi. Et le sommeil, l'hypnose, c'est le moment qui est entre les deux. Vous voyez, c'est le moment où vous allez entendre un bruit, ça va vous réveiller parce que vous n'êtes pas assez endormi pour ne pas avoir entendu le bruit, mais en même temps, vous n'êtes pas totalement réveillé parce que vos yeux sont pas ouverts, parce que voilà, vous commencez à... En fait, c'est exactement ça. Et c'est simplement que la personne va aller travailler en fait votre inconscient. Que voilà, on va vous poser des questions, on va vous faire c'est beaucoup de la visualisation parce que l'inconscient c'est l'imaginaire. Moi j'avais beaucoup de visualisation, je revoyais beaucoup ma relation, je revoyais beaucoup mes états dépressifs et là je pleurais jusqu'à avoir mal au poumon. Et quand je vous dis, mais une douleur en fait, et j'ai sorti toute la douleur, tout est sorti, j'ai tout sorti. En fait, elle a travaillé mon inconscient pour pouvoir bloquer et débloquer certaines choses. Donc ça, comme je vous ai dit, je vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais on travaille sur votre inconscient pour que vos peurs n'existent plus, pour que vos addictions n'existent plus. Mais ça se passe uniquement dans votre cerveau. Donc vous serez conscient, par exemple, les gens qui sont addicts à la cigarette, il y a de plus en plus de personnes qui font appel à de l'hypnothérapie pour pouvoir faire partir leur addiction. Et ça fonctionne. Tout simplement parce que on enlève l'idée de la cigarette quotidienne, de la cigarette à une certaine fréquence dans votre cerveau. On enlève juste cette idée-là en fait. C'est scientifique, c'est thérapeutique. Je saurais pas vous expliquer plus que ça non plus parce que je suis pas thérapeute et je fais pas des études de médecine non plus. Mais en tout cas, c'est la thérapie qui m'a sauvée. L'hypnothérapie. Pour répondre à vos questions, oui, vous avez toujours conscience, vous êtes toujours conscient en fait quand vous êtes en état de sommeil hypnotique. J'aime pas dire en état d'hypnose, en état de sommeil hypnotique. On vous fait pas faire des choses contre votre volonté. Après, ça existe les thérapeutes mal intentionnés, donc je ne connais pas tous les thérapeutes. En tout cas, moi, la thérapeute que j'ai, à aucun moment, la thérapeute ne m'a fait faire ou dire des choses que je n'avais pas envie. À certains moments, quand je bloquais, quand il y a des questions qu'elle me posait, je sentais que je ne pouvais pas y répondre parce que c'était trop profond, je répondais pas. Et en fait, elle comprenait, puisque bon, les thérapeutes, ils comprennent vos réactions, vos réponses. Quand vous ne répondez pas, ils savent que c'est parce que vous n'avez pas envie de répondre. Enfin, il y a différents moyens. En fait, il y a des personnes qui réagissent différemment. Il y a des personnes qui, en état de sommeil hypnotique, sont capables de dialoguer, sont capables de parler comme s'ils étaient réveillés, en fait. Dans beaucoup de situations, je parle, je fais des gestes avec la tête, avec la main. En fait, ça dépend de comment vous êtes réceptif. C'est ce qui a fait que j'ai diminué mes crises d'angoisse, parce que il fallait absolument, en fait, que pour pouvoir sortir de l'état dépressif dans lequel j'étais, qu'on maîtrise mon anxiété. Pour moi, c'était le point primordial, c'était la maîtrise de l'anxiété. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je ne fais plus de crises d'angoisse parce que ça serait mentir. J'en ai refait depuis, mais j'en ai refait 2. Il y a une période où je faisais des crises d'angoisse toutes les semaines pendant 6 mois. Voilà. Jugez par vous-même. J'en ai fait une quand je suis arrivée en France parce que je me suis fait agresser par un chauffeur de bus. Bref. J'en avais fait une autre. J'étais toujours en Martinique et je crois que c'était pour les fêtes. Aujourd'hui, je suis en capacité, grâce à la thérapie que j'ai suivie, de prévenir mes crises d'angoisse, de les maîtriser et de faire qu'elles n'arrivent pas. Ou au moins qu'elles n'arrivent pas au stade auquel elles étaient. Et aujourd'hui, je suis super contente. Ma thérapeute, je l'aime d'amour. J'ai hâte de rentrer en Martinique juste pour reprendre des séances, pour continuer à travailler sur ce sur quoi on doit travailler et tout. Parce que franchement, c'est ce qui m'a sauvée, clairement. C'est ce qui a fait que aujourd'hui, je suis capable de maîtriser mon anxiété. Alors après, je ne suis pas du tout... ça n'a pas tout réglé. Hein. Je suis pas en mesure de gérer mes émotions. Je suis pas en mesure de gérer mon caractère, de gérer mon impulsivité. Non, on n'a pas encore travaillé sur ça. Mais en tout cas, mes crises d'angoisse, je suis capable de les gérer. Je suis en mesure de maîtriser mes crises d'angoisse, de les prévenir et de les soigner toute seule. Elle a fait aussi un travail avec moi pour m'apprendre l'auto-hypnose parce qu'elle savait que je partirais en France en capacité de faire des exercices d'auto-hypnose. Du coup, ça me permet de me calmer lorsque je sens une crise d'angoisse arriver ou lorsque je suis dans une situation anxieuse. Donc, je fais mes exercices d'auto-hypnose
l'hypnose parce que ça existe et ça s'apprend. Et du coup, étant donné que moi je suis très réceptive à l'hypnose, c'est pour ça que c'est allé très vite. Mais je pense que je suis réceptive à l'hypnose de ma thérapeute. Parce que du coup, comme j'avais peur de ça avant et que je sais qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, je risque de ne pas me concentrer suffisamment pour être réceptive à une hypnose qui vient de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, en ce qui concerne ma thérapeute, je suis totalement... Enfin, mon esprit, il est ouvert, mon cerveau, il est habitué. J'entends la voix de ma thérapeute quand il faut que je me calme, quand je suis en crise d'angoisse, etc. J'ai mémorisé les choses, mon cerveau, il a encaissé toutes les séances que j'ai fait avec elle, tout ce qu'elle a dit, tous les mots qu'elle me disait, je les ai toujours en tête, hein, mot pour mot. Je suis capable de sortir mot pour mot tout ce que la thérapeute m'a dit pendant mes séances. Je vais pas dire qu'elle a reformaté mon cerveau, mais en fait, elle a permis à certains neurones de se débloquer, elle a permis à certaines choses de se débloquer et de pouvoir me permettre de recommencer à vivre, en fait. Je serai jamais assez reconnaissante vis-à-vis d'elle par rapport à ça parce que c'est un truc de malade. J'aime trop, je suis trop contente, j'aime trop, voilà quoi. En ce qui concerne ma thérapie, voilà, c'est ça. Je pense que je garderai les deux thérapeutes, comme ça l'une va me servir pour tout ce qui est parler, verbaliser mes émotions, verbaliser mes problèmes, voilà, me rendre compte des choses, surtout pour la prise de recul, agir sur du coup le conscient. Avec l'autre, je vais continuer l'hypnothérapie pour pouvoir agir sur l'inconscient, pour pouvoir agir sur ce qui fait que je suis impulsive, sur enfin voilà. Je vous invite à aller faire des recherches et sur l'hypnothérapie et sur tout ce qui concerne le cerveau, donc le conscient, l'inconscient, la mémoire aussi, parce que l'hypnose peut beaucoup agir sur la mémoire. Ben, la preuve, parce que moi, comme je vous ai dit, je me souviens de chacune de mes séances avec ma thérapeute, chacune, dans les moindres détails. Pour vous dire, c'est pour vous montrer que en fait, en état d'hypnose, vous êtes conscient, vous n'êtes pas dans un état second où on vous fait faire n'importe quoi, c'est pas du tout ça. L'hypnothérapie, c'est pas du tout ça. Moi, en tout cas, j'avais beaucoup d'a priori sur cette thérapie et il s'avère que ben ça a levé tous mes a priori. Moi, vraiment, j'étais vraiment très stressée. J'avais peur en plus de ne pas être réceptive. Au final, non seulement j'étais réceptive, mais en plus de ça, j'adore mes séances d'hypnose. J'aime tellement y aller, ça me manque trop. Et j'ai hâte, comme je vous ai dit, de rentrer au pays pour pouvoir en reprendre quelques-unes. Aussi, c'est ce qui m'a permis de partir en France parce qu'il faut savoir que mon anxiété est mise à rude épreuve depuis que je suis ici, forcément. Bizarrement, j'arrive mieux à vivre la chose. Je suis arrivée dans un endroit que je ne connais pas, très très loin de chez moi, très très loin de ma famille, un endroit où il y a beaucoup plus de gens, puisque la France est plus grand, il y a beaucoup plus de gens qu'en Martinique. Enfin, tu sens la différence en fait de population et du coup, c'est quelque chose qui m'angoissait énormément au début. Je pouvais pas sortir le soir, je sortais pas le soir. Janvier, février, ouais, jusqu'au carnaval de Montpellier environ, je sortais pas le soir. C'était impossible pour moi de sortir le soir. Donc voilà, aujourd'hui je sors, je vais en soirée, je prends les transports le soir. Enfin, pour vous dire qu'en fait, je fais un travail énorme sur moi et si je n'avais pas les clés en main de l'auto-hypnose, je n'aurais jamais pu le faire. La force mentale que j'ai, parce que je me rends compte que j'ai une force mentale énorme. Si j'avais pas pris confiance en moi autant que j'ai pris confiance en moi aujourd'hui, je n'aurais pas pu vous parler en face cam comme ça sans être trop émotive, que ce soit de ma dépression, que ce soit de ma thérapie ou même vous parler de ma vie comme ça, enfin voilà. Et je me rends compte que j'ai vraiment évolué, j'ai complètement changé en fait. Et quand je suis arrivée en France, ça s'est développé encore plus parce que j'ai vraiment changé, je suis vraiment devenue une nouvelle personne, j'ai une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir la vie, enfin je sais pas, après mon caractère est toujours le même, hein. Je suis toujours la folasse, voilà, caractère, la meuf qui gueule, voilà, de toute façon tu peux pas chasser le naturel, donc voilà. Mais en soi, j'ai beaucoup plus de recul sur la vie, je suis beaucoup plus optimiste, je prends beaucoup moins les choses à cœur, je prends beaucoup moins de choses à cœur parce que quand je me mets à prendre les choses à cœur, c'est compliqué, c'est très difficile à gérer. Voilà, j'ai beaucoup plus de recul, je réfléchis mieux. Parce qu'avant, je réfléchissais beaucoup, mais je me remettais trop en question. Là, je réfléchis autrement. Je me remets toujours en question. Certes, j'essaye de remettre aussi en question l'autre. Parce que c'est pas que vous, hein. C'est pas que vous le problème. Faut arrêter de penser que voilà. Mais là, le truc, c'est en fait, ça reste toujours le même problème. C'est la confiance en soi. Il faut que vous puissiez travailler votre confiance en vous. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez toujours voir le problème chez vous et jamais chez les autres. Et vous aurez pas assez de force pour vous dire, ok, j'ai merdé à tel et tel endroit, mais toi, t'as merdé à tel et tel endroit. Et pour ça, il y a telle et telle conséquence. Donc en fait, c'est ça le truc. Et moi, c'est ce que
j'arrive à faire maintenant que je n'ai jamais réussi à faire de toute ma vie. Je me remettais toujours en question, même pour des choses que je n'avais pas faites. Pour d'aujourd'hui, je m'affirme assez pour me dire, eh ben si t'es pas content, tu dégages. Voilà. Si ça s'est passé comme ça, certes j'ai eu mes torts, quand j'ai des torts, je m'excuse. Voilà, il faut que vous ayez assez d'assurance pour vous affirmer vos idées, affirmer vos caractères, pour ne pas que les gens vous marchent sur les pieds. Parce que moi, clairement, j'étais le style de personne qui était prête à se plier en quatre, à prendre des torts qu'elle n'avait pas, juste pour garder des gens dans ma vie parce que je n'avais pas confiance en moi, parce que j'avais besoin de me faire accepter de tous. J'étais madame tout le monde, je fréquentais 10 000 personnes, je connaissais tout le monde dans ma génération. En plus de ça, j'étais dans le milieu événementiel, donc ça n'arrangeait pas les choses. Parce que clairement, moi, c'est quelque chose que j'ai mis de côté. Moi, j'ai des fréquentations, mieux je me porte. De deux, j'ai pas besoin de ça, que ça participe à mon anxiété, et honnêtement, j'ai pas besoin de ça. Après tout ce que j'ai vécu en 3, j'ai pas forcément besoin de faire des gens rentrer dans ma vie à tout va comme ça, raconter ma vie privée à des gens qui sont juste de passage. J'ai plus l'énergie en fait. C'est pour vous montrer que j'ai un certain recul sur la vie maintenant que je n'avais pas avant, et il a fallu que je passe par ces expériences-là. Je n'ai pas pu de toute façon y échapper pour pouvoir me rendre compte de certaines choses, et sur moi et sur les gens qui m'entouraient. Ça m'a permis de faire un gros tri, de foutre énormément de gens à la poubelle. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai assez d'affirmation en fait, parce que c'est pas tout dit d'avoir un gros caractère et derrière ça tu l'assumes pas, ou derrière ça tu l'affirmes pas. De toute façon, je n'ai besoin de personne si ce n'est que de ma mère et de Dieu. Voilà, moi je vous invite fortement à toutes les personnes qui cherchent des solutions à leurs addictions, des solutions à leurs problèmes de santé, des solutions, je parle des problèmes de santé mentale, à des solutions au stress, à l'angoisse, essayez l'hypnothérapie. Si ça marche, tant mieux. Si vous n'êtes pas réceptif, tant pis, mais essayez l'hypnothérapie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, j'y répondrai autant que faire se peut. Si vous voulez que je fasse, je sais pas, une FAQ par rapport à ça, en fonction du nombre de questions que j'aurai, je ferai avec grand plaisir. Je vais terminer cette vidéo sur une note positive. Je me sens toujours aussi bien qu'en janvier, quand je vous avais parlé, quand j'étais arrivée. Je vais pas dire que je n'ai pas eu de problème affectif, que je n'ai pas eu de ci, de ça, mais en fait, je gère mieux les choses maintenant, et je prends assez de recul pour pouvoir envoyer les gens chier déjà, tout simplement, pour garder mon indépendance, pour ne pas oublier qui je suis, parce que maintenant je sais qui je suis, j'ai énormément conscience de ma valeur, j'ai pris une confiance en moi que je n'ai jamais vraiment eu, que j'ai perdu depuis mon harcèlement scolaire au collège, et je suis très fière et très contente de la personne que je suis devenue aujourd'hui, et je l'affirme de toute façon, déplaise à certains, et je suis aussi très fière de l'indépendance que j'ai réussi à acquérir, parce que c'est très important de ne plus avoir de dépendance émotionnelle, de ne plus, tu vois, j'arrive à me détacher des gens, même si c'est difficile, même si ça met du temps, j'arrive à le faire. C'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire avant. J'ai dû faire mon hypnothérapie pour pouvoir me détacher de mon ex, et franchement je suis archi contente de ça. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si c'est pas encore le cas, activer la cloche des notifications pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo en ligne. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Je vous fais des bisous. Ciao!